Bonjour à tous, capsule juridique numéro 219 du 22 août 2024. Je vais vous parler aujourd'hui du Canada et des USA. Au Canada, tout d'abord, une loi sur les douanes contient un article 99.1a qui permet aux agents frontaliers, sur base de simples soupçons, de fouiller les appareils électroniques personnels, ordinateurs et smartphones. Cette loi a fait l'objet d'un recours et dans une décision du 9 août dernier, la Cour d'appel de la province d'Ontario, présidée par le juge Michael Tulloch, a estimé que cet article violait la Charte canadienne des droits et libertés puisque celle-ci garantit le droit de chacun d'être protégé contre les fouilles abusives. La décision, dont je mets le lien sous ma capsule et qui fait pas moins de 118 pages, est intéressante. Au début de la décision, on lit notamment ceci, je cite. « Chaque année, des millions de Canadiens voyagent à l'étranger avec leurs ordinateurs personnels, leurs tablettes et leurs smartphones. Le contenu de ces appareils suscite des intérêts très forts en matière de protection de la vie privée, car il constitue une fenêtre sur le mode de vie, les croyances, les intérêts, les désirs, les relations, les finances, la santé et bien d'autres choses encore de leurs utilisateurs. Cependant, l'une des lois frontalières du Canada, à savoir l'article 99.1a de la loi sur les douanes, autorise les agents frontaliers à fouiller ces appareils sans aucune base raisonnable. 2 voyageurs dont les appareils ont été fouillés en vertu de cette loi et qui ont par conséquent été accusés de possession et d'importation de pornographie enfantine, ont contesté la constitutionnalité de la loi. La question principale dans ces appels est de savoir si cet article de la loi sur les douanes est constitutionnel. La réponse est claire, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas constitutionnel. L'article 8 de notre Charte des droits et libertés garantit à chacun le droit à la protection contre les fouilles abusives. Je suis d'accord avec le juge de première instance, dit la Cour d'appel, pour dire que cet article de la loi sur les douanes viole cette garantie fondamentale parce qu'il autorise les agents frontaliers à fouiller certaines des informations les plus privées imaginables en se fondant sur la norme la plus basse possible pour justifier une fouille, à savoir que dans l'esprit des agents frontaliers eux-mêmes, ils essayent sincèrement de trouver des preuves d'infraction à la loi sur les frontières. Si la sincérité de ces agents est un bon début, elle n'est pas suffisante. Notre charte exige davantage car les intérêts du Canada en matière de contrôle des frontières n'éliminent ni ne vident de leur substance les protections que la charte offre. Dans ce contexte, une fouille raisonnable nécessite un soupçon raisonnable, c'est-à-dire des faits objectifs. Fin de citation. L'argumentation de l'administration des douanes dans cette affaire consistait à dire que le contenu des appareils doit être considéré comme une marchandise au regard du droit des douanes et que rien n'obligeait donc de remplir des conditions supplémentaires pour fouiller le contenu des appareils numériques. Et à cela, la Cour d'appel répond, je cite à nouveau, « Les agents ne doivent fouiller les appareils numériques que s'ils peuvent mettre en évidence un ou plusieurs faits objectifs qui, combinés à d'autres informations, suggèrent que l'appareil contient des preuves d'infraction à la législation sur les frontières. » La police prévoit également que les agents doivent effectuer des recherches progressives en ciblant les informations stockées sur l'appareil qui sont pertinentes pour leurs préoccupations concernant les violations de la législation frontalière et en intensifiant leur examen au fur et à mesure que leur niveau de suspicion s'accroît. Fin de citation. Alors, ce qui est complexe, évidemment, dans cette affaire, c'est la nature des infractions visées, car la Cour d'appel précise d'ailleurs juste après que même si cette loi doit être considérée comme inconstitutionnelle, ça ne permettait pas pour autant aux 2 plaignants d'être acquittés des graves crimes contre les enfants dont ils ont été accusés. Et leur condamnation a d'ailleurs été confirmée. Mais je reste quant à moi uniquement sur la question de la fouille des appareils. Et avant de vous lire la suite de mon script, je rappelle que ce sont des intérêts qui sont totalement divergents, mais il faut être très attentif. C'est-à-dire que c'est évidemment au prétexte et au motif de lutter contre les trafics d'enfants, contre la pédopornographie, que les institutions, et c'est le cas en Europe aussi, quand on vous dit au niveau de l'Union européenne qu'on va surveiller toutes les communications sur WhatsApp, sur les messageries, etc., pour prévenir les trafics d'enfants, eh bien, il va de soi que personne ne peut raisonnablement affirmer qu'il faut laisser les trafiquants d'enfants en liberté, c'est évident. Mais ce qui est en jeu ici, c'est la proportionnalité de la mesure. D'accord ? Donc ce n'est pas parce qu'on lutte pour la défense de la vie privée qu'on est nécessairement pour le trafic d'enfants et qu'on veut nécessairement protéger les pédocriminels. C'est très compliqué, parce que d'un côté, on a des juridictions, en France notamment, qui bien souvent ne font strictement rien ou très peu pour réprimer réellement les pédocriminels, et on l'a vu dans tellement d'affaires depuis plusieurs années. Mais d'un autre côté, les pouvoirs publics, gouvernement et ministère de la Justice en tête, vont nous dire que pour récupérer et pour trouver des criminels et des pédocriminels, il faut nécessairement surveiller tout le monde. Et vous sentez bien qu'en réalité, ça sert souvent de prétexte. Parce que
vous ne pourrez plus vous opposer à la surveillance de votre vie privée si, chaque fois que vous le faites, on vous traite de pédocriminel ou en tout cas, on vous reproche de favoriser la pédocriminalité. Vous voyez très bien le délicat équilibre. Donc, il va de soi que quand je vous explique cette affaire, c'est pas du tout pour justifier la pédocriminalité. Entendons-nous bien, vous le savez très bien. D'accord ? Mais il faut vraiment faire attention que ces arguments ne soient pas systématiquement mis en avant pour des violations des droits de l'homme qui sont généralisées et qui, en réalité, non seulement ne permettent pas d'augmenter les réelles arrestations de pédocriminels, qui en plus d'ailleurs ne sont pas souvent punis par la suite comme ils le devraient, mais surtout ont une autre finalité qui est une surveillance globale. D'accord ? Donc faites très attention à cette articulation, non seulement quand moi je vous en parle, mais aussi quand vous lisez dans les journaux que dorénavant l'Union européenne va surveiller tout le monde, mais que c'est pour une bonne raison, puisqu'il s'agit d'arrêter les violeurs d'enfants. Eh bien, gardez à l'esprit que ce n'est pas toujours la vraie raison. D'accord ? Alors, je reprends mon script. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas violer les libertés fondamentales qui sont des garanties importantes sur base de simples suspicions. Là, on revient donc à nos douaniers canadiens. Et sans autre fondement. Et ça ne signifie pas, bien sûr, je l'avais écrit dans mon script, qu'il faille laisser en liberté des pédocriminels. Mais simplement, ça signifie que des mandats de perquisition, par exemple, soient préalablement obtenus avant de procéder à une fouille de ce genre et que les suspicions des douaniers doivent être étayées et éventuellement validées par un juge. Et le juge de la cour d'appel, dans l'arrêt que je vous commente, rappelle un peu plus loin ceci, je cite à nouveau. Dans un premier temps, les demandeurs doivent prouver, donc les demandeurs, c'est les deux personnes qui ont été arrêtées, que l'État a procédé à une perquisition ou à une saisie. Pour prouver qu'il y a eu perquisition, les demandeurs doivent démontrer que l'État a porté atteinte à leurs attentes raisonnables en matière de vie privée. Les tribunaux déterminent l'existence de cette attente en examinant le sujet que l'État vise, l'intérêt des demandeurs, leur attente subjective en matière de vie privée et le caractère objectivement raisonnable de cette attente subjective. Si les demandeurs démontrent que l'État les a fouillés sans obtenir un mandat judiciaire autorisant la fouille est présumée déraisonnable. À la deuxième étape, l'État doit renverser cette présomption et prouver que la fouille était raisonnable en démontrant qu'une loi l'a autorisée et que l'État l'a effectuée raisonnablement. Si l'État ne s'acquitte pas de cette charge de la preuve, donc, la fouille limite les droits prévus à l'article 8 de la Charte canadienne et l'État doit justifier de cette atteinte. Et si l'État ne justifie pas que cette atteinte était raisonnable, eh bien la fouille doit être considérée comme inconstitutionnelle. Un peu plus loin, étant donné que l'agent, donc la douane, n'a pas obtenu de mandat pour fouiller les dossiers des plaignants, il incombe à la couronne, c'est-à-dire au ministère public au Canada, de prouver qu'une loi raisonnable autorisait ces recherches. Je suis d'accord, dit la Cour d'appel, avec le juge de première instance, pour dire que l'État ne s'est pas acquitté de ce fardeau et que la douane a par conséquent porté atteinte aux droits garantis par la Charte. L'État ne peut procéder à des fouilles que si des lois ou des règles établies par des juges l'y autorisent, et s'ils respectent, donc les agents, les exigences et les restrictions de ces lois. Cette règle limite le pouvoir de l'État afin de protéger la liberté individuelle et l'État de droit. Fin de citation. Alors désolé, c'est un peu technique, mais ça revient exactement à ça. Et dès lors, autrement formulé, la seule suspicion d'un douanier ne suffit pas s'il n'y a pas d'autres éléments. Ici, les douaniers ont bien évalué la situation sur le fond, puisqu'il s'agissait réellement de criminels, donc de pédocriminels en l'occurrence. Mais par contre, ils ne pouvaient pas décider seuls de la fouille des appareils. Et cet arrêt, comme je vous le disais juste avant, illustre parfaitement la difficulté des affaires en matière de liberté fondamentale. Il est évident qu'il faut tout mettre en œuvre pour arrêter les pédocriminels, mais ceci implique aussi que la procédure soit respectée. Car si tel n'est pas le cas, ce sera à l'avenir au bon vouloir des douaniers, qui obéiront à des instructions d'un gouvernement, de fouiller à tort et à travers chez des citoyens qui n'ont absolument, quant à eux, rien à se reprocher. Ou dans un contexte comme celui que nous traversons aujourd'hui, à des citoyens dont le seul tort est de s'être exprimés ou d'avoir mené des actions légales protestant contre le gouvernement. Vous voyez notamment ce qui se passe pour l'instant en Angleterre, où un individu semble bien avoir été arrêté et condamné à plusieurs années de prison, je crois que c'est 20, pour des posts publiés sur des réseaux sociaux et critiquant la politique migratoire du gouvernement britannique. Alors, je reste prudente sur cette information-là, c'est-à-dire la condamnation en Grande-Bretagne, car je n'ai pas pu trouver la copie de la décision et j'ai pas eu le temps de chercher des sources officielles, mais toujours est-il que la répression augmente partout en Occident, limitant de plus en plus la liberté d'expression, et on le voit.
Et en d'autres termes encore, si je dois reformuler de nouveau l'enseignement de cet arrêt, la politique de lutte légitime contre la pédocriminalité ne doit pas servir de tremplin et de prétexte pour des fouilles abusives et illégales contre tous les citoyens, parce qu'on aurait admis au préalable de reconnaître à des douaniers sur de simples suspicions des droits que la loi ne leur confère pas. Alors donnons un autre exemple qui va donc exactement dans le même sens, j'en parlais un peu avant. Lorsque l'Union européenne nous informait il y a quelques mois qu'elle allait autoriser la surveillance globale de toutes les applications de messagerie instantanée à des fins de lutte contre la cybercriminalité ou contre la pédocriminalité, chacun perçoit le caractère démesuré de l'annonce et le fait que la surveillance va très probablement avoir d'autres objectifs. Mais personne n'ose se rebeller de peur qu'on lui reproche de vouloir favoriser la pédocriminalité. C'est exactement la même chose. Les pédocriminels qu'il faut bien entendu poursuivre, arrêter et condamner réellement et sévèrement, trouveront toujours des moyens de communication en deçà des radars. Et même si ce n'était pas le cas, une surveillance globale de toutes les conversations des centaines de millions de citoyens européens ou des milliards de citoyens du monde entier ne peut absolument pas se fonder sur un objectif comme celui qui est invoqué parce que l'atteinte n'est pas proportionnée. Donc gardez toujours bien ça en tête et ne vous laissez pas non plus manipuler par ces déclarations d'intention, notamment dans la presse mainstream, parce qu'on voit parfaitement que ce n'est pas suivi d'effets au niveau de la lutte réelle contre la pédocriminalité, alors que par contre les effets sur les libertés fondamentales sont immédiats et directs. Alors aux USA, à présent, 19 membres du Congrès ont envoyé le 15 août une lettre à Mark Zuckerberg, donc Meta, Instagram, etc., et ceci fait suite au dépôt d'un rapport du Tech Transparency Project et du Wall Street Journal, rapport dont il résulte que Facebook et Instagram servent à publier des publicités pour la vente de drogues illégales, notamment la cocaïne, mais aussi l'oxycontin. Zuckerberg est invité à répondre avant le 6 septembre aux questions suivantes qui sont donc posées par les députés. Je cite. Compte tenu de ces rapports alarmants, veuillez répondre aux questions suivantes avant le 6 septembre 2024. Combien de publicités pour des drogues illicites Meta a-t-elle découvertes sur l'ensemble de ces plateformes? Combien de publicités pour des drogues illicites ont été signalées à Meta sur ces plateformes qu'elle n'aurait pas découvertes? Quel est le montant des recettes perçues par Meta grâce à ces publicités pour des drogues illicites sur l'ensemble des plateformes? Quels sont les processus utilisés par Meta pour examiner et approuver les publicités relatives aux drogues illicites? Ces procédures ont-elles été suivies pour les publicités susmentionnées? Quelles mesures ont été prises à l'encontre de ces entités publicitaires? Quelles mesures ont été prises pour empêcher ces entités de continuer à faire de la publicité sur vos plateformes, que ce soit par l'intermédiaire de leurs comptes actuels ou d'autres comptes? Combien de temps, en moyenne, les publicités en infraction ont-elles été disponibles sur les plateformes avant d'être retirées? Combien d'utilisateurs ont vu ces publicités? Combien d'utilisateurs ont interagi avec ces publicités? Parmi les utilisateurs qui ont visualisé ces publicités, qui ont interagi avec elles, combien étaient mineurs? Que fera Meta pour éviter que des drogues illicites fassent l'objet de publicités sur vos plateformes à l'avenir? Quelles sont les autorités gouvernementales que Meta consulte et auxquelles elle soumet des mesures concernant ces publicités liées aux drogues? Meta examine-t-elle chaque publicité avant de l'adapter ou de la cibler sur les utilisateurs? Pensez-vous que Meta ait besoin d'informations sur la santé pour fournir des publicités adaptées ou ciblées aux Américains? Meta a-t-elle utilisé les informations personnelles sur la santé de ses utilisateurs pour diffuser ou cibler ces publicités? Point d'interrogation. Fin de citation. Et donc, affaire à suivre. Et il y a quelques mois, souvenez-vous-en, Zuckerberg était déjà sur le grill devant une commission d'enquête à propos de trafic humain. Eh bien, c'est parfait, les enquêtes vont continuer. Aux USA toujours, je reviens sur une procédure dont j'avais longuement parlé à propos de l'ajout de fluor dans l'eau du robinet. Dans ma capsule numéro 180 du 9 octobre 2023, et j'en remets le lien sous cette capsule-ci, comme ça vous gagnerez du temps, je vous ai longuement parlé d'une procédure qui est en cours aux USA depuis plusieurs années et qui rebondissait à ce moment-là. Il s'agissait donc d'une poursuite contre les autorités publiques qui ont volontairement ajouté des ions de fluorure à l'eau distribuée dans la population via le réseau d'approvisionnement public. Et ce, malgré le fait qu'il était déjà connu que l'ingestion de fluoride de façon régulière a pour effet au fil des années de diminuer les capacités intellectuelles des enfants et donc logiquement aussi des adultes. Avant d'écouter la suite de ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous suggère donc de mettre cette capsule-ci sur pause et d'aller réécouter, avec le lien qui est en dessous, les explications d'octobre car elles étaient réellement détaillées et structurées. Et ensuite, vous comprendrez mieux pourquoi il est intéressant que ce mois d'août 2024, donc là il y a quelques jours, l'administration américaine, c'est-à-dire le NTP, qui est National Toxicology Program, qui dépend du ministère de la Santé, dépose soudain un rapport de 324 pages.
Alors, la synthèse de ce rapport se trouve en page 84. Après ça, ce sont surtout des annexes et des documents. Les scientifiques seront évidemment plus compétents que moi pour comprendre et apprécier l'ensemble du rapport. Moi, je suis pas scientifique. Par contre, je comprends très bien la synthèse qui en est donnée et dont je vais vous donner un petit extrait. Alors évidemment, la synthèse avance sur la pointe sur le bout de la pointe des pieds, avec diverses circonvolutions oratoires. C'est pas fiable, on n'est pas certain. Et puis l'eau du robinet n'est pas la seule source d'approvisionnement en fluor, etc. Mais on y trouve malgré tout les propos suivants. Je cite. Il existe cependant un grand nombre de preuves d'association inverse entre l'exposition au fluorure totale et le QI chez les enfants. Donc, je rappelle, quand on parle d'exposition inverse, c'est-à-dire que plus il y a de fluor, moins le QI est élevé. D'accord? Donc, une relation inversement proportionnelle. Je reprends la citation. Il existe également des preuves qu'une exposition plus élevée au fluorure est associée à d'autres effets sur le développement neurologique, à d'autres effets développementaux et cognitifs. Cependant, en raison de l'hétérogénéité des résultats, la confiance dans la littérature concernant ces autres effets est faible. Cette analyse conclut avec un degré de confiance modéré que des expositions au fluorure estimées plus élevées, par exemple les approximations de l'exposition telles que les concentrations de fluorure dans l'eau de boisson qui dépassent les lignes directrices de l'OMS, sont systématiquement associées à un QI plus faible chez les enfants. Fin de citation. C'est un tout petit extrait de la synthèse, je vous l'ai dit, elle est plus longue, elle est très mesurée, elle pose des limites, etc. Mais bon, c'est écrit, c'est écrit. Et donc, affaire à suivre, mais ça me paraissait important puisque ce rapport sera évidemment un élément important soumis au juge dans la procédure qui dure depuis des années. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et à très bientôt. Au revoir, tenez bon.